Après avoir payé 58 000 $ pour le mariage de mon fils, sa femme a dit « Asseyez-vous avec les invités. Vous n'êtes pas de la famille. » J'ai ignoré cela par amour pour mon fils. Un mois plus tard, elle a appelé « Nous avons besoin de l'argent pour la lune de miel. » J'ai répondu froidement « Non. » Certains hommes passent leur vie entière sans jamais savoir ce que ça fait d'être invisible dans une pièce qu'ils ont payée. Je ne suis plus l'un de ces hommes. Je m'appelle David Morgan. J'ai 53 ans. J'ai passé 31 de ces années à bâtir quelque chose, une entreprise, une maison, une famille. J'ai entraîné au baseball le samedi matin et réparé la clôture le dimanche après-midi, et je n'ai jamais demandé à être remercié pour cela. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Tu travailles, tu subviens aux besoins, tu te montres. C'est le contrat. Personne ne m'a dit que le contrat avait une clause d'annulation. Bienvenue à la douce revanche de papa. Prenez vos encas, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, chaque méchant dans ces histoires pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Il ne l'était pas. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire. Ça a commencé comme la plupart des choses catastrophiques, tranquillement, et avec de bonnes intentions. Mon fils Caleb avait 28 ans quand il a ramené Lily à la maison pour la première fois. Elisabeth et moi étions assis sur la véranda quand il est arrivé en voiture. Et je me souviens l'avoir regardé sortir de la voiture et avoir pensé. Eh bien, elle est sûre d'elle. C'est la chose la plus honnête que je puisse dire. Elle avait le genre de maintien qui entre dans une pièce en s'attendant à des applaudissements. Elle m'a serré la main comme si elle me faisait une faveur. Lily Chin, dit-elle. J'ai tellement entendu parler de vous. Elle n'avait pas demandé mon nom. Elle le connaissait déjà. Elle savait déjà tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur David Morgan avant même de mettre les pieds dans ma maison. Je ne le comprenais pas à l'époque. De bonnes choses, j'espère, ai-je dit, parce que c'est ce qu'on dit, elle a souri. Bien sûr, je ne le savais pas encore. Mais ce sourire était la chose là plus chère que j'aurais jamais vue. Caleb avait toujours été un bon enfant. Pas parfait. Il pouvait être têtu, parfois inattentif, le genre d'homme qui a besoin que quelqu'un lise la pièce pour lui parce qu'il est encore émerveillé par le plafond. Mais il avait un bon cœur. Il travaillait dur. Il appelait sa mère tous les dimanches sans qu'on le lui rappelle. Quand il nous a dit qu'il était amoureux, je l'ai cru. Quand il a dit que Lily était la bonne, je éclaircis la gorge, ne l'ai pas douté une seconde. Ce dont je doutais, et je le gardais pour moi parce qu'Elisabeth me disait que j'étais paranoïaque, c'était la façon dont Lily regardait tout dans notre maison. Comme si elle l'évaluait. La première fois qu'elle est venue dîner, elle a complimenté la cuisine, puis a dit « Vous avez rénové récemment, ou c'est juste démodé ?» Elisabeth a ri et a dit que c'était d'origine. Lily a hoché la tête lentement, comme on hoche la tête quand quelqu'un dit quelque chose à quoi on s'attendait. Je me suis versé un deuxième verre de vin. Les fiançailles ont eu lieu rapidement. 8 mois après le début de leur relation, Caleb nous a appelés pour nous l'annoncer. Elisabeth a pleuré. Je l'ai félicité et je le pensais. Il était heureux. Et le rôle d'un père est de soutenir cela. Alors je l'ai fait. La planification du mariage a commencé presque immédiatement. Et au cours des 2 premières semaines, j'ai eu un premier aperçu réel de ce que cela allait me coûter. Pas en argent, pas encore. En dignité. Elisabeth et moi nous sommes assis avec Caleb et Lily dans leur appartement. Nous avons apporté une bouteille de vin et un cœur ouvert. Lily avait un classeur, un vrai classeur, codé par couleur avec des sections à onglets, comme si elle avait planifié cet événement avant même que Caleb ne demande sa main. Nous pensons à l'Estat Thornwood, dit-elle, faisant glisser une brochure sur la table. Je l'ai ramassée, j'ai regardé les photos,
j'ai regardé la liste de prix au dos. Puis je l'ai reposée. C'est un bel endroit, dis-je. Ça l'est. Acquiesça-t-elle. Nous aurions besoin du forfait week-end complet. Évidemment. Évidemment. Combien d'invités envisagez-vous, demanda Elisabeth. Environ 280, dit Lily. J'ai pris une gorgée de vin. 280 personnes. À peu près. Des amis de l'église de ma mère, quelques collègues de mon père. Combien de personnes connaissons-nous, demandai-je en regardant Caleb. Il se déplaça sur son siège. Je veux dire, nous avons la famille, quelques gars du travail, les gars de l'université. Donc, environ 60 de ces 280 sont nos gens. Dis-je. Lily me regarda à nouveau avec ce sourire. Les mariages sont vraiment à propos du couple, Monsieur Morgan, pas de la liste des invités. J'avais envie de dire beaucoup de choses, j'ai dit, bien sûr. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de payer pour un mariage. Cela n'arrive pas d'un coup. Cela arrive par à-coup, comme une lente fuite, l'acompte de la salle, le devis du traiteur, la consultation du fleuriste qui devient en quelque sorte un engagement de $5000, le photographe qui est le seul qui vaille la peine d'être utilisé. Selon l'ami de Lily, Stéphanie, qui a des opinions sur tout et de l'expertise. En rien. Chaque fois qu'un chiffre tombait sur la table, Lily regardait Caleb. Caleb me regardait. Je regardais Elisabeth. Elisabeth me touchait le bras. De cette manière qu'elle a, douce mais ferme. Cela signifie David, s'il te plaît. Et David le faisait. Au moment où nous étions à 3 mois de la planification, j'avais écrit des chèques totalisant $41 000. Le décompte final le jour du mariage atteindrait $58 240. Je connais ce chiffre. Comme je connais mon propre numéro de sécurité sociale. Je le connaîtrai. Jusqu'au jour de ma mort. Ce que personne ne vous dit sur le fait de payer pour le rêve de quelqu'un d'autre, c'est que la gratitude a une date d'expiration. Avec Lily, je pense que la date d'expiration était quelque part vers la 2e semaine de planification, quand elle a compris que j'allais payer, quelle que soit la façon dont elle me traitait. Elle avait raison, mais elle se trompait sur ce que cela signifiait à long terme. Je ne le savais pas encore. Les 6 mois entre les fiançailles et le mariage furent une éducation. J'ai appris que Lily qualifiait mes suggestions de douces avec le même ton que celui qu'on utilise pour décrire un dessin d'enfant. J'ai appris que lorsqu'Elisabeth faisait un commentaire sur les centres de table, Lily hochait patiemment la tête, puis faisait exactement ce qu'elle avait déjà prévu. J'ai appris que Caleb, Dieu l'aime, avait été lentement, mais sûrement, entraîné à s'en remettre à sa fiancée pour tout ce qui concernait le mariage, et aussi pour pas mal d'autres choses. J'ai aussi fait la connaissance de Madison. Madison était la sœur cadette de Lily. Elle était la demoiselle d'honneur et agissait comme l'équipe avancée de Lily. Elle arrivait aux réunions de planification 15 minutes en avance, informait tout le monde de la vision de Lily, et redirigeait doucement quiconque s'en écartait. Elle avait 25 ans et l'efficacité diplomatique d'un officier de maintien de la paix de l'ONU. Je respectais cela, même quand c'était dirigé directement contre moi. Monsieur Morgan, me dit Madison lors d'une dégustation de gâteau en mars. Lily veut juste s'assurer que tout le monde se sente inclus dans le processus. C'est gentil de sa part, dis-je, en mangeant un cube de gâteau à la vanille. À la cardamome qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle valorise vraiment votre contribution. Je sais, sourit Madison. Ça pourrait juste ne pas toujours ressembler exactement à ce que vous avez suggéré. Madison, dis-je, je suis marié depuis 30 ans. Je sais exactement à quoi ça ressemble. Elle a ri, sincèrement. Je pense que nous nous sommes compris après ça. La semaine avant le mariage, Brox est arrivé. Brox était le père de Lily. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant. Une fois à la fête de
Fiançailles, une fois un dîner que Lily avait orchestré avec la précision d'un sommet diplomatique. Brox Turner était un homme grand avec une poignée de main ferme et l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à être la personne la plus importante dans chaque pièce. C'était un avocat d'affaires à la retraite. Il portait une montre qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Ce que j'ai remarqué immédiatement, c'est que Brox n'a pas offert de contribuer quoi que ce soit au mariage. Pas un mot, pas un geste, pas une enveloppe. Il est arrivé de Phoenix, c'est enregistré à l'hôtel à mes frais, car le bloc de chambre faisait partie du forfait de la salle que je payais, et a procédé à se comporter comme le père de la mariée dans le sens cérémonial le plus complet, sans aucune implication financière. J'ai mentionné cela à Elisabeth le jeudi soir, la veille du dîner de répétition. David, elle a répondu, je ne suis pas en colère. Je fais juste une observation. Tu as l'air en colère. J'ai 41 000 $ de plus que l'état de colère. Je suis revenu à la curiosité. Elle m'a embrassé sur la joue. 2 jours de plus. J'ai acquiescé. 2 jours de plus. Le dîner de répétition a eu lieu dans un restaurant du centre-ville. J'ai payé. Caleb a fait un discours qui a fait pleurer Elisabeth. Brox a fait un discours sur Lily, éloquent et chaleureux, sans mentionner personne de ma famille. Madison a porté un toast qui était vraiment drôle. Même moi, j'ai ri. Lily a croisé mon regard de l'autre côté de la table quand Madison s'est assise. Merci pour tout, Monsieur Morgan, dit-elle. Vraiment? Et je l'ai cru. C'est ça. À ce moment-là, je l'ai vraiment cru. Le jour du mariage était magnifique. Je veux dire cela et le penser, car c'est vrai. Le domaine de Tornwood était magnifique sous la lumière de fin septembre. Les fleurs étaient extraordinaires. Des roses blanches en cascade et des dahlias bordeaux profonds pour lesquels Elisabeth s'était battue tranquillement lors d'une séance de planification de 7 heures en juillet. La nourriture était exceptionnelle. Le quatuor à cordes pendant l'heure du cocktail a joué Cadet Baker, que j'avais demandé, et personne ne m'a dit qu'ils avaient ignoré ma demande. J'ai accompagné Caleb à l'hôtel. Il était nerveux et beau, et il m'a regardé juste avant que nous n'atteignions l'officiant et a dit, « Papa, je dois te le dire. » Je sais, ai-je dit. Il a hoché la tête. Nous avons tous les deux hoché la tête. Je n'ai pas pleuré à la cérémonie. Elisabeth a pleuré assez pour nous deux. Je me tenais devant avec Brox et j'ai regardé mon fils épouser une femme pour qui j'avais des sentiments complexes, et j'ai pensé, quoi qu'il arrive ensuite, je lui ai donné ça. C'est à moi, personne ne peut me l'enlever. Puis l'heure du cocktail s'est terminée et la réception a commencé, et quelqu'un est venu et me l'a pris. Je dois vous faire comprendre la géographie de ce qui s'est passé. La salle de réception avait 2 zones de place principales. La première était le rez-de-chaussée, des tables rondes avec les centres de tables floraux, la piste de danse au centre, la table d'honneur devant, où était assise la fête de mariage. La seconde était une estrade sur la gauche, légèrement surélevée, avec de meilleures vues sur la scène et ce que j'ai appris plus tard, Lily avait décrit au coordinateur de la salle comme la zone de siège premium. Elisabeth et moi avons été escortés au rez-de-chaussée, table 7. Je n'y ai pas pensé au début. J'ai supposé que c'était la proximité de quelque chose, le bar, la piste de danse, peu importe. Je me suis assis. J'ai regardé les marque-places. J'ai regardé les autres noms à la table 7. Turner, Brox. Turner, Stéphanie, Chen, Robert, Chen, Angela. J'ai regardé autour de la table. Les parents de Lily, la tante et l'oncle de Lily. J'ai levé les yeux vers l'estrade. Il y avait une table là-haut avec un centre de table 2 fois plus grand que le nôtre. Elisabeth, dis-je doucement. Je le vois, dit-elle.
Qui est là-haut? Elle regarda le plan de table près d'eux. L'entrée. Elle revint avec un visage que je n'avais pas vu depuis l'époque où Caleb avait totalisé mon camion à 16 ans. David, qui est là-haut? Les amis de Lily à l'université, ses sœurs de sororité, ses sœurs de sororité sont dans les sièges premium. David, et nous sommes à la table 7. Allons juste. Je me suis levé. J'étais parfaitement calme. Je tiens à le préciser. Ma voix était égale. Mes mains étaient immobiles. Mon rythme cardiaque était probablement de 60. J'ai fait des choses difficiles dans ma vie. J'ai bâti une entreprise à partir d'un camion et d'une ceinture à outils. J'ai de la contenance. Je me suis dirigé vers la coordinatrice du mariage, une femme agréable nommée Turner, sans lien de parenté, qui avait un casque et un presse-papier, et j'ai dit, excusez-moi. Je suis le père du marié. Pouvez-vous m'aider à trouver notre table attribuée? Je pense qu'il y a eu une erreur. Elle a regardé son presse-papier. David Morgan. Oui. Table 7, monsieur. Par ici. Je viens de la table 7. Je demande s'il y a eu une erreur. Elle a jeté un coup d'œil à son presse-papier, puis à moi, puis au presse-papier. Non. Monsieur. La table 7 est correcte. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? J'ai regardé l'estrade. J'ai regardé la table 7. Non, dis-je. Merci. Je suis retourné à ma place. Elisabeth posa sa main sur la mienne. C'est bon, dis-je. Ce n'était pas bon. L'instant qui a tout changé arriva 40 minutes plus tard. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Une reconnaissance, peut-être. Un toast qui reconnaisse ce qu'Elisabeth et moi avions donné. Un geste. Une preuve que les 6 derniers mois et 58 000 $ avaient été perçus comme significatifs dans la conscience de Lily. Ce que j'ai eu, c'est Lily. Elle est apparue à mon coude pendant l'entrée. Radieuse dans sa robe, juste mariée, tenant une coupe de champagne. Elle s'est penchée et l'a dit doucement, pas méchamment, pas avec mépris, presque comme une conversation, comme si elle me disait la soupe du jour. David, j'espère que vous êtes à l'aise. Je voulais vous faire savoir que ce soir, les places du cortège nuptial sont réservées. Si vous pouviez simplement profiter de la soirée d'ici, ce serait merveilleux. Vous êtes ici en tant qu'invité. Je l'ai regardé. Vous êtes ici en tant qu'invité, a-t-elle répété, plus doucement cette fois, comme un rappel. Je n'ai rien dit. Elle s'est redressée, a souri de ce sourire, et est retournée à la table d'honneur. Je suis resté très immobile pendant environ 15 secondes. Puis j'ai pris ma fourchette et j'ai mangé ma salade. Elisabeth me regardait. David, mange ta salade, dis-je. David, qu'est-ce qu'elle? Elle m'a dit que j'étais un invité, dis-je. Alors, je vais m'asseoir ici et en être un trait. Bon. Elisabeth posa sa fourchette. Je vais bien, dis-je. Mais quelque chose venait de s'éteindre en moi. Doucement, comme un four qui s'éteint. Pas de drame, pas d'explosion, juste un interrupteur et un silence là où la chaleur était. J'ai observé Caleb le reste de la soirée. Je veux être juste envers mon fils. Il n'avait pas l'air à l'aise. Il a dansé avec sa mariée, a ri avec ses garçons d'honneur et a trinqué avec Brox et ses amis de collège. Mais deux fois, je l'ai surpris à me regarder de l'autre côté de la pièce avec quelque chose dans les yeux que je ne pouvais nommer. La culpabilité. Peut-être. Ou l'impuissance particulière d'un homme qui sait que quelque chose ne va pas, mais qui a décidé qu'il est trop tard pour y remédier. Je ne suis pas allé vers lui. Il n'est pas venu vers moi. À 21h, j'ai dit à Elisabeth que j'allais prendre l'air. Je suis sorti sur la terrasse de Thornwood. Elle donnait sur un jardin éclairé. Doucement par le bas.
Des roses blanches et des dahlias bordeaux partout. Pour 58 000 $ de beauté. Brox Turner m'a trouvé là 10 minutes plus tard. Sacrée nuit, dit-il. Bel endroit, dis-je. Il a hoché la tête. Nous sommes restés un instant dans un silence confortable. Deux pères à un mariage. Et puis il a dit, Lily peut être difficile. Je l'ai regardée. Elle l'a toujours été, dit-il avec une sorte de fierté lasse. Elle obtient ce qu'elle veut. Sa mère appelle ça de la détermination. Et vous, comment appelez-vous ça? Il a souri dans son whisky. Cher, ai-je ri. Je ne voulais pas. Il a ri. Aussi. J'aurais dû contribuer davantage, dit-il. Au mariage. Oui, dis-je. Vous auriez dû. Il me regarda de côté. Puis il hocha lentement la tête et rentra. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'hôtel qu'Elisabeth et moi avions payée, j'ai pris une décision. Pas une décision colérique, pas une décision impulsive. Je veux être clair là-dessus, car ce qui a suivi a été décrit par certaines personnes, les proches de Lily, comme une réaction, une crise de colère, la fierté blessée d'un vieil homme. Ce n'était pas ça. C'était de l'arithmétique. J'avais offert à Lily le mariage de ses rêves. Elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que j'étais un invité dans une pièce que j'avais achetée. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas embarrassé mon fils. Je me suis assis à la table 7 et j'ai mangé ma salade. Et j'ai souri quand le photographe a pointé un appareil photo dans ma direction. Mais je suis un homme qui construit des choses. Et un homme qui construit des choses, c'est que ce que l'on construit, on peut aussi arrêter de le construire. J'ai pris mon téléphone et j'ai noté 2 mots. Ce fut ma réponse. Quand le moment est venu. Le moment est venu 31 jours plus tard. Caleb et Lily étaient partis en lune de miel. Un voyage en Toscane. 14 jours qu'ils avaient budgétés, planifiés et payés eux-mêmes, à leur honneur. Je respectais cela. Ils étaient de retour depuis 3 jours quand Lily a appelé. Pas Caleb. Lily. Elisabeth était dans la cuisine quand l'appel est arrivé. J'ai pris l'appel dans mon bureau, dans le fauteuil derrière le bureau où j'avais signé chaque chèque au cours des 6 derniers mois. David, elle avait l'air chaleureuse, enjouée, fraîchement bronzée d'Italie. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, dis-je. Je voulais juste vous contacter parce que Caleb et moi en avons parlé. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que vous et Elisabeth avez fait pour le mariage. C'était vraiment le jour le plus magique. C'était un bel événement, dis-je. C'était vraiment ça. Une petite pause. Alors, nous avons passé en revue nos finances depuis notre retour, et vous savez comment c'est. Les mariages sont si chers. Ils le sont, dis-je. Et nous avions parlé d'un éventuel second voyage, comme une lune de miel tardive au Japon, qui a toujours été un rêve pour moi. Pour vous, répétais-je. Pour nous, corrigea-t-elle avec fluidité. Et nous nous demandions, puisque vous avez été si incroyablement généreux avec le mariage, si vous pourriez nous aider avec quelque chose comme ça. Juste une contribution, ce qui vous semble juste. Je laissai le silence s'installer. David, je vous entends, dis-je. Est-ce un mauvais moment? Non, dis-je. C'est un moment parfait, en fait. J'ai réfléchi à cette conversation. Oh. Sa voix avait une nouvelle qualité. Alerte, comme un animal qui a entendu un son qu'il ne peut identifier. Lily? Dis-je. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à la réception? Silence. À la table 7, dis-je. Vous vous êtes penché et vous avez dit, et je veux être sûr d'avoir bien compris. Vous êtes ici en tant qu'invité. Plus de silence. J'y ai réfléchi, dis-je. Parce que vous aviez raison. J'étais un invité, et les invités ne financent pas les lunes de miel. J'ai marqué une pause. Alors,
Ma réponse est non. David. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Un mot. Non. Je crois qu'il y a eu un malentendu, Lily. Ma voix était très calme. Il n'y a pas de malentendu. Vous avez été parfaitement clair au mariage. J'étais un invité, alors je vais agir comme tel. Les invités offrent des fours à grille-pain et des cartes cadeaux. Ils ne font pas de chèques pour les vacances. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je vais le dire à Caleb. S'il vous plaît, faites-le, dis-je. Il peut m'appeler. J'adorerais parler à mon fils. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur ma chaise. Mes mains étaient complètement immobiles. Mon rythme cardiaque était probablement de 60. Je me sentais comme un homme qui venait de terminer un très long travail. Caleb a appelé ce soir-là. Je tiens à vous dire que cette conversation a été facile. Ce ne fut pas le cas. Il était blessé et confus et il a dit des choses, pas des choses cruelles, mais des choses qui piquaient parce qu'elles venaient de lui, pas de Lily. Il a dit que j'étais mesquin. Il a dit que je punissais sa femme pour un arrangement de places assises. Il a dit qu'Élisabeth était contrariée. Je l'ai laissé parler. Quand il a eu fini, j'ai dit, Caleb, je t'aime. J'ai payé ton mariage parce que je t'aime, pas parce que j'attendais quoi que ce soit. Mais on ne me dira pas que je suis un invité dans une pièce que j'ai payée, pour ensuite me demander de financer le prochain voyage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas pour moi. Elle ne le pensait pas. Comme ça. Elle l'a dit 2 fois, dis-je doucement, de sorte que seul moi pouvais l'entendre. Ce n'est pas un accident. Il est resté silencieux pendant longtemps. Je dois te faire comprendre, dis-je, que je ne te coupe pas les vivres. Je ferme le portefeuille ouvert. Ce sont 2 choses très différentes. Tu veux venir dîner dimanche. Je ferai des grillades. Élisabeth fera cette salade de maïs que tu aimes, mais je ne suis pas un compte en banque avec un papa attaché. Il a raccroché sans dire oui ou non. Il est venu dimanche sans Lily. Nous avons fait des grillades. Élisabeth a fait la salade de maïs. Nous n'avons pas parlé du mariage. Nous avons regardé le football et nous nous sommes disputés à propos de la ligne offensive. Et j'ai bu 2 bières et je me suis endormi dans le fauteuil avant le 4e quart-temps. Ce fut le meilleur après-midi que j'ai eu depuis un an. Maintenant, voici ce que je vais vous dire. Dans les semaines qui ont suivi, Lily n'a pas accepté le nom avec élégance. Elle a appelé Élisabeth 2 fois. Avec une version des événements où j'avais toujours été difficile et contrôlant. Et j'avais utilisé l'argent du mariage comme un jeu de pouvoir. Élisabeth a écouté poliment les 2 fois. Puis elle est venue me voir et a dit. Elle essaie de réécrire l'histoire. Je sais, dis-je. Caleb est au milieu. Je le sais aussi. Que veux-tu faire? J'y ai réfléchi. Rien. Dis-je. Je n'ai rien à faire. La vérité n'a pas besoin de mon aide. Élisabeth me regarda longuement. Tu as été très calme à ce sujet. J'ai été calme depuis la table 7, dis-je. Ça m'inquiète un peu. J'ai souri. Ça ne devrait pas. Ce que je n'avais mentionné à personne, ni à Élisabeth, ni à Caleb, ni à Brox Turner sur cette terrasse, c'était ce que j'avais fait le matin après le mariage, alors qu'Élisabeth dormait encore et que j'étais assis dans la chambre d'hôtel avec mon café. J'avais appelé ma comptable, une femme astucieuse nommée Stéphanie, qui s'occupait des finances de mon entreprise depuis 11 ans et n'avait jamais commis la moindre erreur. Je lui ai dit que je voulais un examen de chaque actif, de chaque compte, de chaque instrument qui listait actuellement des bénéficiaires. Stéphanie n'a pas demandé pourquoi. C'est pourquoi je l'ai gardé pendant 11 ans. L'examen a pris 3 semaines.
La restructuration en a pris 2 de plus. Au moment où Lily a appelé pour demander de l'argent pour la lune de miel, tout était déjà fait. L'entreprise. Ma société de sous-traitance, la chose que j'ai bâtie à partir d'un camion et d'une ceinture à outils, avait été transférée dans un trust très spécifique avec des termes très spécifiques rédigés par mon avocat. Les termes étaient simples. Le trust bénéficiait à Elizabeth Morgan. Et à son décès, Caleb Morgan, à condition qu'il ne soit pas, au moment de la distribution, dans un mariage dont il aurait été légalement établi qu'il résultait d'une contrainte financière ou d'une influence indue. Cette dernière clause était l'idée de mon avocat. J'ai trouvé cela agressif. Il a dit, David. Vous avez raison de protéger ce que vous avez bâti. J'ai signé. Il restait une dernière chose. La propriété, notre maison, la maison que j'avais rénovée moi-même pendant plus de 20 ans. La maison dont la cuisine avait été qualifiée de démodée par Lily était maintenant détenue au seul nom d'Elizabeth, pas conjointement à elle. Je n'avais pas fait cela par haine. Je veux être honnête à ce sujet. Je l'avais fait parce qu'un homme qui construit des choses sait aussi comment les protéger. J'avais observé 6 mois de planification et la chaleur stratégique et particulière de Lily, et j'avais reconnu quelque chose. Elle était une joueuse de long terme. Le mariage était une audition. La demande de lune de miel était le premier vrai mouvement. Je ne savais pas quel serait le prochain mouvement. Mais j'y serais prêt. Le mouvement suivant est arrivé 4 mois plus tard, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Lily a déposé des documents auprès de son avocat demandant une comptabilité formelle des dépenses du mariage. Je ne suis toujours pas entièrement sûr de ce qu'elle essayait d'accomplir. Son avocat a envoyé une lettre suggérant que certaines dépenses de mariage auraient pu créer une obligation financière qui donnait droit au couple à un soutien familial supplémentaire à l'avenir. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis j'ai appelé mon avocat. Il a appelé leur avocat. Leur avocat a reçu en réponse un dossier très poli et très complet. Copie de chaque chèque que j'avais écrit, de chaque facture que j'avais payée, de chaque contrat que j'avais signé, le tout à mon nom, pour un mariage auquel Lily m'avait désigné comme invité. La lettre incluait également une seule ligne en bas, que mon avocat avait écrite. Et que j'avais approuvée. Monsieur Morgan note qu'en tant qu'invité de l'événement en question, il n'a aucune obligation financière envers le couple. Et considère cette affaire close. Je ne sais pas si Lily a montré cela à Caleb. Je sais que Caleb m'a appelé 2 jours plus tard. Sa voix était différente, plus calme. Un registre que je reconnaissais de l'époque où il avait 12 ans et qu'il avait cassé quelque chose et essayait de trouver comment me le dire. Papa, dit-il. Salut, mon grand. Une longue pause. Je ne savais pas qu'elle avait envoyé cette lettre. Je m'en doutais. Dis-je. Je suis désolé. 2 mots. Je les ai laissés là. Tu n'as pas à t'excuser pour quelqu'un d'autre, dis-je. Mais je l'apprécie. Il s'est arrêté, a recommencé. Elle n'est pas celle que je croyais. Je crois que je commence à le penser. Je n'ai pas dit je te l'avais bien dit. J'en suis fier. Il m'a fallu tout ce que j'avais, mais je ne l'ai pas dit. Je suis là, dis-je. Quand tu auras besoin de moi, pour tout ce dont tu auras besoin. Nous avons parlé pendant 1 heure de l'entreprise, du football. De rien. De la même manière qu'avant. Quand il a raccroché, Elisabeth était dans l'embrasure de la porte. Il se réveille, dit-elle. Il l'a toujours été. Je vais vous dire comment ça s'est terminé, car ça s'est terminé comme les choses calmes et prudentes ont tendance à se terminer. Non pas par une explosion, mais par une porte qui se ferme. 7 mois après le mariage, Caleb est venu dîner le dimanche, seul à nouveau. Il venait seul plus souvent. Nous n'avons pas demandé
Il n'a pas expliqué. Ce dimanche-là, à mi-chemin du repas d'Elisabeth, il a dit. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai posé ma fourchette. Je crois que j'ai épousé quelqu'un qui me voyait différemment de la façon dont je la voyais. Il l'a dit simplement. Comme on dit les choses une fois qu'on a fini d'en avoir honte. Et je crois que j'ai laissé des choses se produire que je n'aurais pas dû. Caleb, Elisabeth commença. J'aurais dû dire quelque chose au mariage. Dit-il, en me regardant, à propos de la disposition des places. Je savais que c'était mal. Je n'ai rien dit. La pièce était silencieuse. Pourquoi pas? Demandai-je, sans colère, mais avec une curiosité sincère. Il regarda son assiette. Parce que je pensais que ça passerait. Je pensais qu'elle finirait par comprendre. Je pensais que si je maintenais la paix assez longtemps. Assez longtemps pourquoi? Il n'avait pas de réponse. J'ai repris ma fourchette. C'est ce que j'ai appris sur le fait de maintenir la paix, dis-je. Ce n'est pas la paix. C'est juste le silence. Et le silence, ce n'est pas la même chose. Il a demandé la séparation 11 jours plus tard. Je ne vais pas prétendre que Jean ait été triste. Je sais ce que ça veut dire. C'est mon fils et sa douleur est réelle. Et je suis resté avec lui pendant toutes les nuits difficiles de ces premiers mois, les réunions légales, le partage de l'appartement, les premières vacances seules. J'ai fait tout ça. J'ai répondu présent. Mais je ne vais pas prétendre que j'ai pleuré le départ de Lily de nos vies. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. La semaine où la séparation a été finalisée. Brox Turner m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis la terrasse du mariage. Il a dit, j'ai entendu dire. Oui, dis-je. Je suis désolé. Ne le soyez pas, dis-je. Votre fille a fait ses choix. Mon fils fait les siens. Il marqua une pause. Elle m'a dit que vous aviez refusé d'aider pour la lune de miel. C'est exact. Elle a dit que vous aviez été cruel à ce sujet. Brox, dis-je. J'ai dit un mot. Non, c'est tout. Si c'est cruel, je pense que nous avons des définitions différentes. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit qu'elle avait toujours la version des événements de sa mère. Je parie. Une autre pause. Pour ce que ça vaut, David. J'aurais dû faire un chèque. Oui, dis-je. Vous auriez dû. Nous avons tous les deux ri. Comme sur la terrasse. Prends soin d'eux. Ce garçon, dit-il. Je l'ai toujours fait, dis-je. Cela fait 14 mois depuis le mariage. Caleb a un petit appartement et un bon avocat et une tête plus claire. Que je ne l'ai vu depuis 2 ans. Il est venu samedi dernier et m'a aidé à refaire le toit du garage, quelque chose que nous voulions faire depuis 3 étés. Nous avons travaillé de 8 heures du matin à 16 heures. Elisabeth nous a apporté des sandwichs à midi. Le chien essayait toujours de monter à l'échelle. À 16 heures, alors que nous rangions les outils, Caleb a dit, merci de ne pas m'avoir dit je te l'avais dit point. J'y ai pensé, dis-je. Je sais. Environ 400 fois. Il a souri. C'est le premier vrai sourire que j'avais vu depuis des mois. J'aurais dû écouter. Oui, dis-je, mais tu es arrivé. Il a hoché la tête. Je lui ai tendu une bière et nous nous sommes assis sur le haillon de mon camion et nous avons regardé le soleil se coucher sur le jardin qui appartient maintenant à Elisabeth. Officiellement, légalement, irrévocablement. Le jardin avec la clôture que je réparais tous les dimanches depuis 20 ans. La maison que personne ne nous enlèvera. J'ai repensé à la table 7. J'ai repensé à la voix de Lily disant, vous êtes ici en tant qu'invité. Comme si ce n'était rien. J'ai repensé au chèque avec tous ces zéros qui lui avaient offert le plus
beau jour de sa vie et qui m'avait valu une chaise pliante au fond de la pièce. Qu'elle n'aurait pas pu se permettre sans moi. J'ai réfléchi à 2 mots. Non. C'était la première série. Voici les dernières. Celles avec lesquelles je suis resté pendant 14 mois. Celles qui ne m'ont rien coûté et qui m'ont tout rendu. Ma maison, mes règles, mon fils, ma décision. Certains hommes passent toute leur vie sans jamais savoir ce que ça fait d'être invisible dans une pièce qu'ils ont payée. Je ne suis plus l'un de ces hommes. Et Lily Shane Morgan, actuellement Lily Shane, en passe de reprendre son nom de jeune fille, n'obtiendra plus un seul dollar de David Morgan. Ni maintenant, ni jamais. Elle voulait un invité. Elle en a eu un.